On va aller du côté d'Annecy et de Chambéry. J'accueille Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Ferdinand. Vous êtes tous les deux donc basés à Chambéry et Annecy, maintenant aussi à Paris. Avant de démarrer, on avait un troisième invité sur cette table ronde qui n'a pas pu venir et donc qui a annulé sa présence pour un petit pépin physique. Il m'a autorisé à le communiquer, mais en tout cas, c'était le CEO international de Utopia, spécialisé dans le glamping. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Michel Durieux, donc qui s'excuse d'avance de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. Mais néanmoins, on a une super table ronde. Je suis ravi de vous accueillir. On a un sujet qui nous anime et qui nous passionne. Le thème de cette table ronde, c'est l'aspiration à la nature. Je reprends mes notes. Ce que je me permets simplement en démarrant de vous introduire pour qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque le temps est timé, Stéphane nous ziote du coin de l'œil. Aurélie, tu es directrice de la communication d'Alibert Trekking. Vous êtes spécialiste du voyage d'aventure depuis plus de 45 ans, puisque ça a été fondé par Philippe, du nom éponyme Alibert, et de sa femme Simone, qui était guide de haute montagne. Une agence de voyage d'aventure responsable qui conçoit et organise des voyages sur les thématiques de la randonnée, du trekking et propose des expéditions en France, en Europe et partout dans le monde. Sur mesure ou en groupe, des voyages à découvrir dans le respect des populations et de l'environnement. Vous faites partie du groupe Voyageurs du Monde, dont le siège est basé près de Chambéry, et vous embauchez 120 personnes réparties dans 6 agences en France. Est-ce qu'on est bon là-dessus? C'est tout bon. C'est tout bon. Ferdinand Martinet, cofondateur de Chiloé, ou Castor Fougueux, je crois que vous vous appelez par des petits noms sympas au sein de la structure. Chiloé ou Chiloé, je ne sais pas comment on doit le prononcer précisément. Chiloé. Chiloé, avec l'accent. Fondé en 2017. Aventure assez incroyable parce que vous êtes parti finalement d'une newsletter. Et tu vas nous expliquer comment vous êtes arrivé finalement au tourisme, mais d'une newsletter envoyée à 50 copains et qui avait pour but de partager avec humour quelques-unes de tes propres micro-aventures. Et puis au fil du temps, vous avez développé d'autres expériences, des expériences outdoor sur la thématique du vélo, de la randonnée, du yoga. Et puis finalement, vous êtes transformé en créateur et distributeur d'expériences outdoor. Aujourd'hui, plus de 100 micro-aventures pour tous les niveaux, été comme hiver, et partout en France. Une quinzaine de collaborateurs répartis entre Paris et Annecy. Et on a entendu beaucoup parler de la marque ces derniers temps, puisque vous avez marqué l'actualité. Pour le coup, vous avez fait une levée de fonds de 2,5 millions d'euros, si mes chiffres sont bons. Et réalisé auprès de la holding familiale et fondatrice de Nature et Découverte, avec un objectif qui est de développer... Dont Antoine est dans la salle, donc faites attention à ce que vous allez dire. Donc pour développer l'activité média et créer encore plus d'expériences outdoor premium. Donc tous les deux, vous représentez quand même deux marques fortes qui agissent en faveur d'un tourisme différent et surtout en connexion immédiate avec la nature. D'où le thème de cette table ronde, l'aspiration à la nature. Alors, on l'a vu dans les présentations, on parle souvent de voyages d'aventure, de micro-aventure, d'outdoor, de sa traduction littéraire, l'extérieur, on pourrait parler de voyage d'extérieur. Mais est-ce que finalement, ces termes ne sont pas un peu galvaudés aujourd'hui, tellement ils ont été utilisés, employés, là, depuis 2 ans? Est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de tendance au plein air, à la déconnexion, au retour à la nature. Alors phénomène de mode ou pas, finalement j'en sais rien. Parce que finalement on parle quand même d'expérience en van, on parle de randonnée depuis quand même un petit bout de temps, le kayak bivouac existe depuis quand même un petit moment. Donc j'aurais envie, pour planter le décor, de vous poser une première question, et qui pourrait très certainement venir... contrecarrer ma vision simpliste du concept, qui est quelle est votre vision de l'outdoor, de la nature, telle que vous le concevez, enfin telle que vous l'avez déjà en réflexion personnelle, mais aussi ce qui vous a amené à créer la mission de ces entreprises. Je crois qu'Aurélie, tu voulais introduire par une toute petite vidéo, et la zapette est ici.
Vous avez des vacances, choisissez une organisation. Alibert. La montagne en marchant, c'est Alibert. Voilà, donc c'est notre pub pour cet été. Donc, exactement. Voilà, c'était un peu le petit clin d'œil par rapport à l'effet de mode et au fait que l'aspiration à la nature soit à la mode, un peu nouveau. Voilà, nous chez Alibert, ça c'est une pub qui date du début des années 80. Donc c'est vraiment le cœur de notre ADN et c'est un peu, je prends un peu le contre-pied de ce que tu disais. Non, c'est pas nouveau. Pas pour nous en tout cas. Donc pour revenir à l'histoire, donc on était fondé en 1975 par 3 guides de haute montagne qui ont d'abord emmené leurs clients en haute montagne pour vivre de leur métier de guide avec vraiment le côté sportif des filles, et puis qui au fur et à mesure ont élargi leurs activités à la randonnée avec une promesse d'aller dans la nature, de marcher, de découvrir la montagne. Et cet esprit de découverte, c'est notre mission en fait de partager avec nos voyageurs l'émerveillement de la montagne, de la nature, la rencontre, les cultures, l'humain. Et donc au fur et à mesure de défis sportifs, on est passé à je le disais, plus de la randonnée, mais on a gardé et du coup ça nous a permis d'élargir notre terrain de jeu, puisqu'aujourd'hui on a plus de 1600 voyages dans 90 pays. D'élargir aussi un peu les activités, donc de l'alpinisme, la randonnée, le ski de randonnée, la raquette, le kayak, le chien de traîneau, un peu de multi-activités, pour vraiment varier les expériences, varier les plaisirs, varier les niveaux, et du coup, oui, prendre la vague d'une forte croissance de ces activités, déjà fin des années 90, dans les années 2000, et puis un marché qui est arrivé à maturation dans les années 2010 avec l'élargissement, comme je le disais, des niveaux, puisqu'on va des expéditions, de l'alpinisme, les gros treks, mais aussi sur des voyages avec toujours une composante d'activité de marche ou de vélo d'ailleurs aussi beaucoup. On a beaucoup développé le vélo ces 5-6 dernières années, qui peut être 3-4 heures. Voilà, on a toujours cette composante sportive douce de différents niveaux qui va nous permettre de s'immerger dans la nature et voilà, en élargissant. Et donc effectivement, oui, on va dire que c'est pas une mode, c'est une tendance existante qui effectivement, avec le Covid, on a vu des nouveaux entrants sur cette activité, puisque à un moment, ces 2 dernières années où c'est aller se serrer sur la plage, c'était pas forcément une super idée. Il y a des personnes qui sont allées à la montagne en 2020, ils ont fait leur première randonnée. L'année d'après, ils se sont dit ah ouais, j'en ai fait 2 jours. Cette année, je veux passer à l'étape supérieure. J'en ai fait 1 semaine, et puis du coup. Ils ont vraiment accroché à ça, et aujourd'hui ils ont envie de revenir soit en France, soit en Europe, soit des fois sur des destinations un peu plus lointaines. Et comme tu le disais, toujours dans le respect des hommes et de l'environnement, puisque là encore on est depuis nos débuts sur une démarche responsable qui pareil a grandi avec l'entreprise. Donc au début des choses très simples sur les déchets, sur le travail avec les équipes locales, sur et qui a mûri au fur et à mesure aussi de l'augmentation des exigences pour aboutir depuis. Alors en premier marqueur en 2008 où on a été créateur et première entreprise labellisée par l'association Agir pour un tourisme responsable, qui a mis en place un cahier des charges assez strict sur plein de sujets pour nous orienter, nous aiguiller et nous obliger à aller, en s'auto-obligeant, puisqu'on était aussi membre de l'association, à aller vers toujours plus toujours meilleur dans ces sujets-là. Et depuis 2018, au sein du groupe Voyageurs du Monde, toutes les entreprises du groupe absorbent 100% des émissions de CO2 de l'ensemble de nos voyages. Merci, présentation très complète. En tout cas, tu parles avec beaucoup de passion. Passion qui est un point commun aussi, en tout cas dans l'histoire de Chiloé. Ferdinand ? Bonjour à tous, merci en tout cas pour l'invitation. Moi, je vais répondre à ta question, si je me souviens bien. Est-ce que c'est un effet de mode, le retour à la nature, ou en tout cas l'envie de passer plus de temps dans la nature ?
Moi, quand je vois une réunion, par exemple, comme aujourd'hui, où on est enfermé dans une salle sans fenêtre, je me dis que c'est pas une mode, c'est une nécessité d'aller passer du temps dans la nature. Je pense qu'ensuite, on aura tous envie d'aller prendre l'air et de passer du temps dans la nature. Moi, je suis un passionné de micro-aventure. Je l'étais il y a 5 ans quand j'ai créé Chiloé. La micro-aventure, pour nous, c'est une aventure accessible, de courte durée, pas très loin de chez soi, du coup. Il y a 5 ans, c'était assez original. Quand on parlait de ça, les gens nous disaient c'est un peu cheap, c'est finalement une sorte d'aventure low cost. Aujourd'hui, c'est effectivement un peu plus, je dirais pas à la mode, mais dans l'air du temps, ou en tout cas, on voit effectivement émerger pas mal de nouveaux acteurs. Parce qu'il y a eu entre-temps la pandémie, parce qu'il y a eu la fermeture des frontières, parce qu'il y a une prise de conscience écologique qui a évolué. Donc en fait pour moi, et c'est ma vision de l'aventure, et je crois aussi, j'espère en tout cas que c'est celle qu'on partage tous chez Chiloé, qu'on essaye en tout cas d'amener, c'est une aventure plus proche de chez soi. Et finalement on parle d'aventure parce qu'on aime l'imprévu, et que finalement ce qui est intéressant dans une aventure, c'est ce qui va se passer entre le point de départ et le point d'arrivée. Mais finalement je crois que dans les aventures dont on parle, c'est surtout une quête de passer du temps dans la nature. Je crois que c'est un peu le fil rouge, et que je pense que la définition de la micro-aventure, au début, telle qu'on a démarré, c'était beaucoup les voyages à vélo ou en randonnée, ce que fait notamment Alibert très bien. Et puis nous, on évolue vers d'autres manières de passer du temps dans la nature. Ça peut être d'aller reconnaître des plantes sauvages et comestibles, ça peut être d'aller faire des stages de jeunes, ça peut être d'aller faire de la permaculture. Et donc finalement, je crois que pour moi, la micro-aventure, c'est le fait de sortir de sa zone de confort et d'aller vivre quelque chose d'autre qui change du quotidien, mais volontairement accessible et facilement, j'allais dire, c'est pas le bon terme, incrustable dans le quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vivre des micro-aventures tous les jours, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et c'est voilà ce qu'on essaie de faire chez Chiloé. Vous êtes depuis la crise, et bon, peut-être de manière un peu différente chez Chiloé pendant la crise du Covid, mais vous êtes en croissance, avec des tractions naturelles assez fortes. Preuve que ce segment attire, que les clientèles sont quand même séduites par les offres que vous proposez, qui plus est dans une ère post-Covid. Mais finalement, quelles sont les motivations les plus profondes à venir vous voir et à venir consommer aujourd'hui vos offres? Est-ce qu'on est... on parlait de prise de conscience, de sens écologique, de slow tourisme, encore des mots un peu valises, mais finalement qui ont beaucoup de sens pour les clientèles qui, en tout cas, qui vous font confiance. On parlait aussi d'école de la vie, la quête d'apprentissage, de revenir sur des choses très, très, quand on dit nature, en contact direct avec la nature, donc dans un univers un petit peu plus hostile que le 4 ou le 3 étoiles à l'autre bout du monde. Voilà, la question que je vous pose là maintenant, c'est peut-être plutôt quelles sont les motivations les plus profondes de ces cibles de clientèle quand elles viennent vous voir? Je vais essayer de répondre. Nous, on observe dans notre communauté, donc on est avant tout une communauté. C'est vrai que je n'ai pas présenté ce qu'était Chiloé, mais donc on a démarré sous la forme d'un média, une newsletter, un site internet en ligne sur lequel on trouve plein de contenus inspirants, apprenants. Et on a du coup aussi une partie où on organise des aventures un peu partout en France. Mais pour répondre à la question, on observe un vrai besoin de reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Et en fait, on observe vraiment les trois. Et je crois que les gens qui voyagent avec nous aujourd'hui, donc qui s'inscrivent à nos micro-aventures, qui viennent à nos festivals ou qui lisent nos contenus, sont à la recherche d'abord d'une reconnexion à soi, c'est-à-dire viennent chercher quand même quelque chose de l'ordre du bien-être. Une reconnexion aux autres, c'est le principe, vous voyez les photos ici, mais c'est le principe des communautés. Je pense que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de rencontrer des gens dans le même état d'esprit. Voilà, je pense que nos amis ne sont pas toujours disponibles, motivés pour aller vivre les aventures qu'on a envie de vivre. Et donc les gens chez Chiloé recherchent de la connexion aux autres. Et quand on interviewe par exemple tous les voyageurs qui chaque mois partent avec nous, la première raison, c'est de partir avec des gens dans le même état d'esprit. Et ça, en fait, j'en suis très fier, et on crée du lien. Et surtout, on se rend compte qu'un week-end Chiloé, c'est comme un week-end de potes, mais en mieux, au sens où finalement, on va rencontrer des nouvelles personnes, chacun va donner un peu le meilleur de soi-même, et c'est assez chouette. Et enfin, je finis rapidement. En fait, c'est marrant, mais les besoins d'aventure évoluent vachement avec les années. Et je prends mon cas, par exemple, aujourd'hui, je suis papa, j'ai 2 filles, 2 petites filles. Finalement, aujourd'hui, je vais rechercher des aventures qui me permettent de transmettre et de vivre avec mes enfants, avec des amis qui ont des enfants, par exemple.
Il y a 5 ans, je dirais même un peu plus avant, je cherchais plus de la performance. Certains vont rechercher une espèce de cohésion, d'alignement avec la nature. Et comme je vous le disais, la plupart, et ça c'est vraiment, je dirais, assez universel, recherchent finalement le fait de vivre une aventure entre amis, entre potes, en famille, entre collègues. Voilà. C'est très clivant, ça peut être clivant dans l'acquisition client de se dire demain je peux m'écarter certaines cibles de clientèle parce que je cherche un total alignement ou des personnes qui correspondent à l'état d'esprit. C'est vrai que c'est assez fort comme engagement. Ouais, effectivement, c'est toute la démarche de Chile. Je pense que nous, on court pas après les euros, on court pas après les clients d'une certaine manière. On essaye de créer un état d'esprit. Tout ce qu'on construit, on le fait avec la communauté. Quand on a interviewé la communauté au tout début de l'aventure Chiloé, on leur demandait mais quels sont vos freins pour partir à l'aventure. Et parmi les premiers freins, c'était le manque d'idées et d'infos pratiques. Donc c'est pour ça qu'on est devenu un média et que notamment on passe beaucoup d'énergie aujourd'hui à essayer de créer le meilleur contenu et vraiment de lever les freins que je dirais les néo-aventuriers ou en tout cas les micro-aventuriers et toutes les questions qui peuvent se poser. Le deuxième, on en a parlé, c'était le fait de partir avec des gens dans le même état d'esprit. Donc c'est pour ça qu'on a créé il y a 1 an cette partie tour opérateur où on conçoit et on distribue des séjours partout en France et en proche Europe pour que notre communauté puisse partir entre eux. Mais volontairement, on continuera à faire ça. C'est pour ça qu'on n'est pas distribué notamment sur des plateformes, sur des marketplaces. On conçoit tout en direct, on distribue tout en direct sur notre site. Et en fait, c'est notre seul moyen aujourd'hui de garantir l'état d'esprit et la recette d'une micro-aventure Chiloé, que ce soit depuis la réservation jusqu'à l'expérience et ensuite au retour d'expérience. Et on essaye de déjà bien faire ça. On est très occupé à faire ça. On a encore de longues années avant de parfaitement bien faire notre métier. Aurélie, est-ce que les clients qui viennent vous voir sont quelque part en recherche d'un sentiment de fierté dans le dépassement de soi, des expériences que vous proposez ? Alors, encore une fois, je vais faire un petit retour en arrière. Je pense que par le passé, c'était vraiment, à nos débuts, c'était vraiment beaucoup ça, puisque originellement, voilà, c'était la haute montagne, c'était on va faire un sommet. Nos premiers voyages, c'était des expéditions, donc on part au Népal pour aller faire le sommet. Et en fait, en faisant ces expéditions, nos fondateurs se sont rendus compte que, en fait, quand on fait une expédition, 1 fois sur 2, des fois 2 fois sur 3, le sommet, en fait, on l'atteint pas parce qu'il y a un côté aléatoire. Et si on a vendu un sommet et qu'on le fait pas, et on a des personnes qui sont déçues et en fait qui retiennent que le fait qu'ils n'ont pas fait le sommet, alors qu'en fait le sommet sur une expédition on y passe 2 minutes, alors qu'avant on va passer 3-4 semaines d'acclimatation, de découverte, de voyage. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, même si on faisait bien les choses, on pouvait même enlever ce sommet ou le garder, mais comme plutôt une cerise sur le gâteau, et qu'en fait le but c'était pas la destination, c'était le voyage. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment commencé à transformer l'entreprise en n'étant plus un vendeur de sommet, mais un vendeur de voyage, un concepteur de voyage. Et cette tendance, elle n'a fait que s'amplifier. Alors aujourd'hui, on a une partie de nos voyageurs qui viennent pour le défi sportif, et on a toujours des voyages pour ça, des Mont Blanc, des Kilimandjaro, des gros treks. Et même sur des choses un petit peu plus faciles qui représentent un défi pour chacun, parce que voilà, l'aventure est vraiment au niveau de quelque chose qui peut être facile pour quelqu'un, est un défi pour quelqu'un d'autre. Mais on a aussi, et là c'est quand même une tendance plus récente, oui, si quand même plus récente, ce que tu disais, une recherche de ralentir, de voyager différemment, tu parlais de reconnexion, moi je vais parler de déconnexion. De se dire chouette, il n'y a pas de réseau, on a donc toujours ces personnes qui cherchent le défi et ces personnes qui cherchent des choses plus ralenties, et j'ai envie de dire des fois c'est les mêmes personnes, comme on parlait ce matin des différents hôtels où je sais plus, quelqu'un qui peut être dans un Ibis Budget un jour parce qu'il a besoin, et puis en fait dans un Novotel le lendemain parce qu'il a un autre besoin. C'est pareil, on a les mêmes personnes. Moi par exemple l'année dernière j'ai fait le Kilimandjaro, cette année j'ai fait le canal du Midi en vélo avec mes enfants, et ça fait pas de moi quelqu'un de schizophrène, mais
mais dans ces deux expériences, il y a des besoins qui sont un peu différents, le besoin de défi, et puis il y a un besoin, une envie qui reste la même, qui est la passion de la découverte, du partage aussi avec les autres. J'étais au Kilimandjaro avec une amie, j'étais au Canal du Midi avec mes enfants, donc encore une fois, je te rejoins, d'être dans la nature et de découvrir la nature et là c'est la partie activité qui fait que et a fortiori s'il y a de l'itinérance qui fait qu'on devient vraiment acteur de ces vacances et qui donne une dimension supplémentaire au voyage de déconnexion à nos vies quotidiennes et de reconnexion à soi-même et à la nature. On parle justement des clientèles, des cibles. On l'a vu, hein, les besoins et les attentes des clientèles ont énormément évolué ces dernières années, accélérés aussi par la crise. Ce client, il est de plus en plus imprévisible. On parlait souvent de last minute. Je pense que dans la salle, on est tous d'accord pour dire que même maintenant, on est en very last minute. C'est d'autant plus compliqué de gérer sa fenêtre de conversion. Mais pour autant, pour satisfaire ces clientèles, ces clients, vous avez développé des nouveaux projets, vous avez pu innover. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des projets que vous avez pu développer justement pour satisfaire ces attentes et ces besoins ? Juste avant, là, quand tu parlais de que l'aventure aussi, c'était ce qu'il y avait d'imprévisible, on sent c'était ce qui se passait d'imprévu, pas d'imprévisible, d'imprévu. On voit quand même dans les tendances aussi que oui, comme on s'adresse quand même à un public de plus en plus large et pas le cœur des aventuriers avec qui on pouvait parler il y a 30 ans, ce côté-là, il est oui et non. En fait, les gens veulent de l'imprévu, mais prévu. Enfin, du coup, il y a un travail de scénarisation aussi de l'imprévu, parce que le vrai imprévu, il est quand même, il fait un peu peur, il est plus compliqué à gérer. Et aujourd'hui, il y a une envie oui, l'aventure, c'est l'imprévu, mais avec les avantages et le côté excitant, mais sans les risques et donc ça, c'est le cœur du travail, notamment de nos guides sur le terrain, d'être capable de gérer les aléas, bien sûr, mais même de les scénariser et de vraiment scénariser les voyages pour les points forts, gérer les points faibles, gérer les imprévus, tout en faisant en sorte qu'ils fassent partie de l'expérience globale sans l'altérer. Dans nos échanges, pour préparer cette table ronde, tu évoquais notamment le fait de pouvoir augmenter la relation client sur tout le parcours. Je sais que vous avez développé notamment un projet de contenu UGC. Ouais. Qui est actif aujourd'hui, depuis récemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, donc aujourd'hui, après la crise Covid qui nous a quand même très très fortement impacté, notre premier, et donc contrairement à certaines personnes qui parlaient ce matin, nous pendant la crise, on aurait bien aimé travailler sur beaucoup de projets digitaux et développés, mais on n'avait pas le temps pour ça, pas les moyens pour ça, donc il a fallu repartir de notre base, et notre base, c'est nos clients fidèles. Et donc qui sont très partants, on est vraiment dans le travel revenge, qui sont très très envie de repartir et qui ont été très fidèles et qui nous ont beaucoup soutenus pendant toute la crise. Et aujourd'hui, ils veulent repartir. Et c'est notre premier levier d'acquisition. C'est leur retour d'expérience, c'est leur témoignage de la qualité de nos voyages et de ce qu'ils ont vécu. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est pour faciliter, les aider à partager leur expérience. Et donc, on a mis en place avec la société Clap & Clip, et Ronan est ici dans la salle. Qui cherche des personnes à interviewer si vous êtes disponible en fin de journée. Donc le principe, en fait, c'est qu'on offre à tous nos voyageurs le clip vidéo de leur voyage. Donc en fait, comment ça se passe ? On leur dit avant de partir, on leur dit voilà, vous allez partir avec nous et à votre retour, on vous propose de vous monter un petit clip de 2 minutes de vos voyages. Aujourd'hui, on a tous un téléphone, des fois une GoPro. Donc on les briefe un petit peu en leur disant voilà comment faire pour ramener des images sympas en 3 minutes, et derrière ils reviennent à leur retour, ils accèdent à une plateforme et où ils envoient tout leur rush sans tri, sans rien, pour que ce soit le plus simple possible. Et nous, après le travail des monteurs de chez Clap & Clip, on leur livre leur petite vidéo de 2 minutes qui, à partir de leur rush, témoignent de leur expérience, et avec qui vont pouvoir partager avec leurs amis, avec leurs collègues. Et pour nous, c'est le meilleur meilleur, moyen de convaincre, c'est le bouche à oreille digitalisé, quoi, en fait.
Et avec cet outil-là, vous êtes capable de maintenir la relation, de la construire, de la faire évoluer avant, pendant et après le voyage, surtout. Et bah, du coup, après le voyage, ils partagent. Nous, ça nous permet aussi d'enrichir notre présence sur YouTube. Les meilleures vidéos, on peut les mettre sur notre site internet. On va pouvoir les remonter, les réutiliser aussi ces images pour remonter sur des vidéos à thème. Et du coup, bah, là, pouvoir réutiliser aussi ces images pour éventuellement des campagnes d'acquisition plus classiques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes. Mais on sait que voilà, l'expérience, elle se partage. Enfin, la vidéo est majeure dans le voyage. Nous, on a fait beaucoup et on continue à faire de la vidéo institutionnelle avec des caméramans ou women professionnels. Là, on est sur de la qualité vidéo, certes bien moindre, mais c'est la vraie expérience avec des vrais gens dedans. Donc, ça a beaucoup de valeur aux yeux des gens de voir vu en vrai ce que les autres ont vécu avant eux. Si ce système de génération de contenu utilisateur participe avant et après le séjour, néanmoins, et j'étais un peu rapide sur les slides, mais vous le voyez à l'écran, c'est l'application que vous avez développée aussi qui permet de digitaliser les roadbooks. Donc là, on est plutôt dans l'expérience in situ. On est dans la partie au cœur du voyage. Donc on a deux grands types de voyages. Les voyages en petits groupes avec un guide et les voyages en liberté ou sur mesure, où les personnes partent en autonomie. Et donc ils ont cette appli Mon Roadbook depuis quelques années sur la plupart de nos voyages en liberté, qui les guide et aussi leur apporte de l'information, que ce soit environnementale, humaine, sécuritaire aussi sur le terrain, et en fait qui amène même s'ils sont en autonomie, ils ont quand même le guide numérique. Notre baseline, c'est guide par passion. Même quand on n'a pas de guide, le guide est quand même avec vous, puisque c'est des guides qui conçoivent les itinéraires, qui enrichissent les itinéraires au-delà de la simple trace GPX, et qui permettent, même en liberté, d'avoir une expérience enrichie et complète. Et ce qui vous permet surtout d'avoir une expérience client sans couture, sans discontinuité. Vous êtes présent globalement sur tout le parcours. Exactement. Et on recherche, du coup, on a le digital en amont, bien sûr, avec notre site internet, nos vidéos, les vidéos des clients, les réseaux sociaux. Sur le terrain, ils ont l'appli disponible hors connexion, forcément, puisqu'on a dit que des fois, il n'y a pas de réseau. Et puis, à leur retour, le partage. Et dans tout ce parcours-là, on essaye d'avoir forcément beaucoup de digital, parce qu'il faut vivre avec son temps, et puis qu'on voit que c'est clé. Et aussi et amener l'humain, comme on l'a dit, sur là où l'humain va avoir de la valeur ajoutée. Donc sur tout ce qui est là où le digital fait bien son boulot, on le laisse faire, et là où il y a besoin d'aller plus loin, de même que pour notre vente en ligne, tous les voyages assez simples, faciles, ils se vendent bien, ils se vendent tout seul entre guillemets en ligne, et dès qu'il y a un peu de customisation, toute la partie sur mesure qui se développe aussi beaucoup aujourd'hui, et on travaille beaucoup sur l'expertise. On développe la segmentation. Il y a 10 ans, tous nos vendeurs vendaient, tous les conseillers étaient capables de conseiller sur n'importe quelle destination. Aujourd'hui, chacun vend beaucoup moins de destinations, mais connaît parfaitement les pays sur lesquels il conseille. Ça devient indispensable. Pas mal de projets innovants pour construire cette relation client. Toi, Ferdinand, je sais que tu as non pas que tu es anti-système, mais vous avez une vision complètement différente, parce que vous avez aussi une histoire particulière. Enfin, Chiloé s'est monté par étapes successives mais je sais qu'il y a des moyens marketing qui sont peut-être moindres, mais vous avez construit une marque, surtout média, puisque tu vas nous expliquer un petit peu comment vous la développez, comment vous la cultivez, mais il y a un positionnement assez particulier qui fait que finalement Chiloé repose essentiellement tout sur un capital sympathie de la marque. Alors on n'est pas du tout anti-système, je ne crois pas, mais non conventionnel, je dirais. Non conventionnel peut-être, ouais. C'est une bonne question. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous faites chez Alibert. Effectivement, moi, ce que je peux vous raconter, c'est plutôt ce qu'on fait en dehors ou à côté des séjours qu'on propose. Je crois qu'il y a certains partenaires ici avec qui on a déjà travaillé, par exemple des destinations. Et tu parlais effectivement du média et de la marque média. Je crois que depuis le début, ce que j'essaye de faire, c'est d'être un média parce qu'on produit d'abord du contenu et qu'on a une audience. Mais la notion de marque est hyper forte pour moi. C'est comment on arrive à créer de l'adhésion, je dirais même de l'adhérence
avec nos contenus et les différentes choses qu'on fait. J'ai amené ici, pardon pour la publicité, mais j'en suis très fier, on a sorti un bouquin la semaine dernière qui est la Bible de la micro-aventure, qui est aux éditions Marabout et que vous pouvez retrouver un peu partout. Que tu dédicaces en fin de séance. Que je peux dédicacer. Alors j'ai un bouquin avec moi, donc on va peut-être se battre. Mais et donc c'est effectivement en faisant plutôt des actions comme ça complémentaires avec à la fois notre métier de média digital et le métier de tour opérateur qu'on essaie de se distinguer. Ce qu'on essaie de faire derrière, je parlais du coup d'adhésion à la marque. Marque média, c'est deux termes qui ont vachement de sens ensemble. Et tu vois ce qu'on essaye voilà, on n'est pas juste un média, on essaie d'avoir des valeurs, on essaie d'avoir de l'impact, on essaie de mettre en mouvement toute notre communauté. C'est vraiment pour moi là où tout le truc important de ce qu'on fait, c'est l'état d'esprit en fait. Et le premier truc qu'on garantit quand des gens partent avec Chiloé, viennent à un festival Chiloé, lisent le livre Chiloé, c'est l'état d'esprit. Et moi, mon job, c'est d'être garant de cet état d'esprit que j'ai créé il y a 5 ans et de nous assurer que tout le long du chemin, on garde cet état d'esprit qui fait qu'on adhère à Chiloé d'abord pour ses valeurs, pour la marque, pour ses visuels. On a vu tout à l'heure des exemples de séjours qu'on fait, le Chant du Loup, Alpe Express, etc. On essaie de créer, t'en parlais toi aussi Aurélie, des imaginaires autour de l'aventure. Et voilà, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les voyages à l'autre bout du monde vont être un peu plus rares. Je crois pas que ce soit souhaitable qu'on voyage tous dans nos pays respectifs et qu'on ne sorte plus des frontières. Et c'est surtout pas ce que je dis, mais notre job, c'est d'essayer de rendre cool, sexy, attractif des destinations qui sont souvent méconnues et des endroits à côté de chez nous qu'on ne connaît pas. Je finirai là-dessus. Moi, je suis de la génération qui a grandi avec les expéditions du commandant Cousteau, Tintin, les reportages de Nicolas Hulot, les super trucs de Yann Arthus Bertrand. Donc on a très tôt en fait, on a eu vachement envie d'aller à l'autre bout du monde et de parcourir le monde. Et avec des considérations écologiques aujourd'hui, je pense que tout ça va changer. Et nous, notre job aujourd'hui, c'est de mettre en mouvement notre génération pour non pas arrêter de voyager, parce que c'est surtout pas ce qu'il faut faire, et je pense que les voyages sont primordiaux, bien sûr, mais c'est de permettre à notre communauté et notre génération de partir plus souvent dans la nature. Nous, on s'adresse à des gens qui habitent dans des grandes villes de France, et je crois que c'est ce qui est vachement sympa avec la micro-aventure, c'est qu'on peut partir plus souvent, chaque week-end, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, d'une manière ou d'une autre, que ça dure une demi-journée, 2 heures, ou un week-end ou 3 jours. Voilà, je trouve que ça a vachement de valeur, ça. Tu me disais surtout que tu pensais que ce que vous développiez, et ça fera la transition avec la prochaine table ronde, c'est que c'était le nouveau luxe. Oui, effectivement, c'est notre vision notre vision du nouveau luxe, c'est que je pense que le sauvage, la nature vont être demain les choses les plus convoitées, et que du coup, c'est ça le nouveau luxe. Le nouveau luxe aujourd'hui, c'est d'aller dans une cabane, dormir dans le Vercors, d'aller traverser les Cévennes sur un âne, de descendre la Seine en stand-up paddle et d'aller dormir sur une île déserte. Moi, j'ai des étoiles dans les yeux là quand on parle de ça. Et voilà, après, on a un job à côté, c'est que si effectivement tout le monde aspire à aller dans la nature, à descendre la Seine en stand-up paddle et à aller traverser les Cévennes avec un âne, il va y avoir un peu plus de monde. Voilà, donc on essaie aussi de faire ce job à côté un peu éducatif, d'où le média. De comment on donne les clés pour protéger la nature, mieux la comprendre, essayer de partir hors saison, de faire des activités adaptées à la saison, de ne pas aller chercher le soleil forcément l'hiver et de se plaindre quand il n'y a pas de neige et qu'on est à la montagne. Donc voilà, c'est tout ce chemin qu'on fait. Merci beaucoup, en tout cas à tous les deux.